aujourd'hui c'est une journée tout à fait normale, avec deux intervenants qui sont là, qui ont passé l'un après l'autre, et avec du coup, on mange atelier, table ronde, bref, ce que vous avez vu sur le programme en gros, il n'y a pas de changement. Alléluia. Et bah, salut à tous. Donc là c'est bien parce qu'au final je connais tout le monde. Mais je vais quand même me présenter un peu rapidement pour mettre du contexte et que tout le monde soit au même niveau. Donc pour me présenter un peu rapidement, moi je suis doctorant. Je suis en première année de doctorat pour être précis. Donc c'est le début. En ce qu'on appelle création-recherche dans une université parisienne. Alors création-recherche, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu particulier. En gros, c'est une filière où on est avant tout des artistes plasticiens, donc avec une pratique quotidienne. Et de cette expérience quotidienne du processus créatif, on écrit une recherche, une thèse, qui s'appuie donc à la fois sur notre projet créatif, expérience du processus, etc. Et aussi sur le fait qu'on va le placer dans un contexte qui peut être simplement le contexte de l'art contemporain, mais ça peut, selon notre sujet, aussi un contexte politique, social, scientifique, environnemental ou anthropologique, etc., etc. Tous les termes que vous pouvez mettre derrière. Pour ma part, j'ai une pratique assez pluridisciplinaire, qui est pas mal en mouvement constamment, enfin je teste des nouveaux trucs souvent. J'avais une pratique du dessin à la base surtout. Pendant un temps, et j'en fais encore de temps en temps, j'ai fait des grandes peintures à l'acrylique, peintures assez monumentales avec des grands gestes pour faire suggérer des paysages. Depuis ces derniers temps, la pratique principale que j'ai, c'est la photographie numérique, où la retouche a une certaine place, mais j'en parlerai un peu plus tard. J'utilise la photo comme une matière, comme pour peindre avec la photo. J'écris aussi, et en général, quand j'expose un peu le tout ensemble dans ce qu'on appelle les installations, où je vais créer des espèces de rythme en mettant une photo au plafond, une photo au sol, et créer une espèce de narration comme ça. Et mon travail de recherche, ça se concentre principalement sur la sensibilité de l'humain qui grandit à l'ère hyper technologique et qui donc en subit les impacts, et dans quoi le processus créatif et manuel peut, à échelle individuelle, être un espace de libération ou à minima de compensation de ces logiques plutôt envahissantes. Donc je précise aussi que là je vais faire une conférence où je vais parler un peu de mon art, de mes réflexions et mes recherches. Donc je parle pas du tout au nom d'un collectif ou quoi, même si vous avez pu me voir dans différents collectifs. Voilà, donc mes propos n'engagent que moi, quoi. Donc déjà, je pense qu'il y a un truc qui est important, c'est de définir un peu ce titre qui peut paraître un peu barbare. Donc sensibilité technoïde et processus créatif. En gros, j'ai choisi ce titre parce que c'est ce qui a englobé le plus mon sujet, parce que je l'avais pas encore écrit quand j'ai choisi le titre. Mais en gros, vous inquiétez pas si vous comprenez pas ce que ça veut dire. C'est pas si compliqué à comprendre et vous allez vite voir que ça nous concerne tous. Donc la sensibilité technoïde, c'est en fait notre sensibilité, notre vision du monde, ce que l'on trouve esthétique, ce que l'on trouve beau, intéressant, désirable, aussi nos schémas psychologiques, nos addictions, nos peurs, etc. à l'ère de la technologie, dans un contexte où on a grandi avec la technologie. Voilà, globalement c'est surtout ça. On va voir que la sensibilité elle est construite par un mode de vie. On va donc parler de technologie, de numérique, d'internet, et de l'impact qu'ils ont sur notre quotidien, notre culture, notre politique, mais donc également par effet boule de neige, notre art et notre créativité. Alors, on va voir que je vais pas mal valoriser des choses comme la lecture comparée à Internet. Je veux pas non plus me placer dans une posture de réac qui dit c'est bien de lire des livres, il faut absolument que vous ayez lu Victor Hugo, sinon vous êtes des cons.
voilà, et je dis pas non plus du tout que ce que je vais appeler les enfants d'Internet sont pas capables de construire une réflexion et n'ont pas d'avis valable, puisque je vais commencer déjà par me placer en tant que moi-même enfant d'Internet. Mais je dirais quand même que peut-être que dans les années 2010 on pouvait pas encore, on pouvait avoir des doutes et tout, mais ça me semble assez indéniable qu'aujourd'hui le net et l'industrie technologique a un impact sur tout ce que j'ai dit avant. À minima, c'est plutôt une ouverture à la réflexion sur notre rapport au monde à travers cette interface, comme je vais le définir plus tard. Et en particulier dans un contexte de désastre climatique, d'effondrement de la biodiversité et de montée du totalitarisme. Donc pour continuer à me situer un peu, je fais moi-même partie de ce que j'appelle les enfants d'Internet. Je suis né dans les années 2000 à peu près, et j'ai toujours grandi en banlieue parisienne, bon, précise, principalement en appartement. Je suis issu de ce qu'on appelle dans le langage courant et sur Internet la génération Z, parce que la dernière, comme dit Orelsan, la dernière à avoir connu un monde sans un Internet omniprésent, mais aussi la première à avoir grandi avec Internet. Ce qui veut dire la génération qui s'est construite avec Internet la plus âgée aujourd'hui, et donc la plus âgée à pouvoir en parler d'expérience directe, ce qui à mon sens constitue un témoignage assez riche et précieux. Pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours un peu mis en garde face aux technologies numériques, mais sans forcément en comprendre encore complètement les enjeux. Ils m'ont épargné suffisamment, malgré parfois une frustration, pour que je puisse avoir un certain recul sur la question. J'ai eu mon premier smartphone au collège à peu près, et mon premier ordinateur personnel au lycée, je crois, je sais plus exactement. Mes parents ont longtemps veillé à ce que je passe pas toute ma vie dessus. Pour autant, le numérique a très vite pris une énorme place dans ma vie, comme l'immense majorité du monde en fait. Comme beaucoup de personnes aussi à notre époque et probablement ici présent, toute la réflexion que je vais présenter ici et qui constitue ma thèse a commencé dans une crise existentielle, se manifestant par un vide intérieur lors du passage du bac à peu près. J'avais pas encore les mots et les clés pour en comprendre l'origine. Cela avait bien un rapport avec la nécessité de devoir choisir ce que j'allais faire de ma vie, mais en fait c'était bien plus profond que ça. En grandissant avec Internet, on peut avoir le sentiment de perdre pied dans un flux envahissant, à la fois libérateur, manipulateur et écrasant. C'est grandir dans l'excès et l'hyperaccès. Les réseaux ont peut-être été un fantasme de liberté pendant un temps. Je crois que ça a été vaguement évoqué à un moment donné dans les débats. Moi je pense au début de YouTube par exemple, où il y avait cette espèce de naïveté où c'était le monde libre, tout le monde pouvait partager ce qu'il voulait. Il y avait un truc très populaire et social, quoi. C'est même à travers eux que les jeunes dont je fais partie se sont sentis exister ou écouter, ou même se sont rapprochés entre guillemets. Cependant, qu'est devenu ce fantasme 20 ans après? Et que sommes-nous devenus, nous, les enfants d'Internet? Et plus généralement, les enfants de l'industrie? Donc j'aurai un plan en 2 parties avec 3 sous-parties à chaque fois. Au début, je vais parler de la technologie en général. Donc ça, c'est toute la première partie. La première partie, c'est la technologie et particulièrement Internet. Donc je vais beaucoup me concentrer sur Internet. Au début, je vais commencer par petit 1, les technologies en général. Ensuite, Internet. Et petit 3, l'impact sur le rapport au monde et à soi-même. Et le grand 2, ce sera son impact sur l'art et la pratique artistique. Avec, dans un premier temps, les outils de création et impact sur le processus créatif. Et dans un second temps, la guerre de l'attention. Et enfin, je finirai avec la place de l'artiste dans tout ça. Et une petite conclusion. Voilà. Donc, pour ce qui est des technologies en général. Aujourd'hui, admettons que je ne veuille pas sortir de chez moi pendant 1 an. Particulièrement en ville,
Je le peux. C'est matériellement possible. Tous les aspects du monde sont soit accessibles ou des équivalents virtuels existent à travers une interface numérique. La nourriture, je peux me la faire livrer chez moi. Le savoir, le travail, je peux travailler depuis chez moi. L'administratif, maintenant tout passe par du numérique. La culture, le social, même la sexualité. Et sans effort physique, voire même, pourrait-on dire, sans autonomie mentale, de par une sorte de guidage algorithmique et de marketing. Ça ne veut pas dire que l'accès à ces expériences est équivalent à leur version réelle, loin de là. Pour autant, il nécessite moins d'efforts et l'humain a tendance à choisir la facilité, le confort s'il le peut. Certes, cet exemple est au conditionnel, tout le monde n'est pas nécessairement attiré par l'idée de ne pas sortir de chez soi pendant un an. Cependant, si on s'en réfère à donc une pensée matérialiste, c'est parce qu'une chose est rendue matériellement possible que l'humain est amené à la désirer. Donc il y a Bourdieu qui disait « quand on peut, on veut ». Ainsi, le fait que cette expérience soit matériellement possible dit beaucoup sur notre société et sur la place de l'interface numérique et de l'infrastructure industrielle dans notre rapport au monde. Dans notre rapport aussi à l'altérité, à l'information, à la matérialité, mais aussi à la responsabilité et notre connaissance de la chaîne de production et son coût écologique et social. Donc les technologies sont aujourd'hui omniprésentes et structurent notre société, comme on a pu pas mal le voir au fur et à mesure des conférences. Elles s'est immiscée dans tous les interstices jusqu'au plus profond de l'intime. Voilà, normalement je définis ce que j'entends par technologie, mais en vrai on en a suffisamment parlé, j'ai l'impression. Et j'ai beaucoup de choses à dire après, donc on va gagner un peu de temps. Dans le livre L'art au risque de la technologie, le volume 2 qui s'appelle Le glaçage du sensible, la thèse de Pascal Krajewski est que la technologie vient chambouler et redéfinir tout le régime du sensible de l'humain. Donc je le cite, « L'humain habite son monde sous le régime du sensible, dans la mesure où il reçoit une excitation de ses sens, où il est capable d'informer ses données en les interprétant convenablement, et où il réside en un temps et un lieu déterminés. C'est tout cela que la technologie vient chambouler. Si avec l'avion, l'humanité a réduit les distances, avec le téléphone portable, elle les a abolies. Et en ce sens, donc, on peut parler de virtualisation, dans le sens où, donc je cite encore, la virtualisation conjugue l'omniprésence du monde à soi et la néantisation du monde dans cette mise en présence même. Alors là, ça paraît un peu compliqué, mais le monde est partout convocable par le truchement des appareils. Le truchement, c'est le fait qu'elles se superposent. Enfin, voilà. Donc le monde est partout convocable par le truchement des appareils. Si son existence demeure, sa présence se déplace du monde physique au monde virtuel. Donc l'existence du monde. Si son existence demeure, sa présence se déplace du monde physique au monde virtuel. Ainsi, le devenir technologique du monde, c'est le devenir virtuel de toutes les transactions intermédiaires qui ont lieu entre l'expression d'un désir et son assouvissement concret. La virtualisation des services et des biens, c'est leur mise en attente dans un domaine déconnecté de toute problématique d'espace-temps. C'est un peu compliqué, mais moi je trouve ça assez compréhensible. Enfin, oui, c'est pas pour dire, mais bon, bref. En gros, si je dois donner un exemple, si je dois résumer ça à travers un exemple simple, Internet permet donc d'assouvir tout désir immédiat intellectuel ou culturel, voire même charnel, d'un point de vue virtuel. Et il suffit de rajouter Amazon et après, toutes les possibilités aussi matérielles deviennent instantanément quasiment possibles. C'est-à-dire qu'il suffit de vouloir un truc, tu le commandes et tu l'as dans 1 heure. Si tu habites en région parisienne en tout cas. Donc, on peut dire que la technologie est devenue une interface entre nous et le monde concret et naturel. C'est ce qui fait qu'elle le virtualise, reconfigurant notre existence sensible, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc toujours dans le glaçage du sensible, cette interfacialisation du monde concret par la technologie est définie ainsi. La technologie vient disputer le terrain jusqu'ici d'exclusivité de la captation du monde concret par les sens humains, dans le sens où jusqu'à présent il y avait uniquement nos sens qui captaient le monde. Maintenant il n'y a plus que nos sens, il y a la technologie qui vient s'interférer entre les deux
et qui, elle, capte le monde et nous le retransmet dans un second temps. Et c'est de ça dont je parle. On a là une citation d'un autre bouquin sur lequel je m'appuie qui s'appelle Homo Confort. Hop. On a rarement saisi dans sa pleine dimension historique le fait que de nos jours, les sens ne dialoguent plus uniquement, ni même principalement, avec le milieu, nature, les autres humains et notre propre corps, mais avec des machines et des objets industriels. Si nous parcourons la liste, en tant que citadins au moins, de tout ce que nous effleurons, empoignons et tâtons au cours d'une journée, nous devons reconnaître qu'il s'agit, à de rares exceptions près, d'outils fabriqués précisément pour être utilisés par notre espèce. Notre toucher s'habitue à des produits conçus pour être manipulés de façon confortable. Donc, finalement, on touche quasiment plus que des surfaces artificielles, synthétiques, lisses, douces et agréables. J'ai réalisé d'ailleurs en faisant cette recherche et cette réflexion que personnellement, moi j'ai j'ai une sensation qui me dérange physiquement profondément, c'est la sensation de frottement sec. Genre, imaginez que j'ai les mains ultra sèches parce que je sais pas, enfin j'ai les mains ultra sèches et que je dois me frotter les mains avec du sopalin. Genre physiquement c'est horrible. Et pareil, la sensation de la terre qui sèche sur les mains, qui fait de la terre sèche. Ça, pour moi, c'est horrible aussi, et c'est genre physiquement ingérable, tu vois. Et j'avoue que du coup, dans toute cette réflexion-là, je peux pas m'empêcher d'y voir une corrélation entre le fait que, au quotidien, l'entièreté de mes rapports de toucher sont des rapports avec des objets lisses, et plus du tout dans une forme de rugosité, dans du sec, dans un rapport à d'autres matières plus organiques. Voilà. Et on pourrait d'ailleurs, donc ça c'est dans le mot confort, il nous dit qu'on pourrait d'ailleurs interpréter la démocratisation massive de l'épilation, d'ailleurs tant pour les hommes que pour les femmes, comme volonté d'adapter la corporéité au canon tactile dominant, qui serait donc l'aspect lisse. Pour lesquels les poils constituent une sorte d'irrégularité gênante, parfois considérée comme un signe de mauvaise hygiène. Les éliminer, c'est avoir cette peau qui reproduit les surfaces lisses et polies des objets auxquels nous sommes habitués au quotidien. Ça, c'est moi qui rajoute, on pourrait aussi voir peut-être un lien avec la démocratisation du latex dans les sphères de l'intime, de la pornographie et même de la mode d'ailleurs. Comme il y a une sorte d'artificialisation du corps en surface plastique, lisse et réfléchissante. Ouais, c'est plus une ouverture, hein. Pourquoi pas. Or, donc toujours vis-à-vis de Homo Confort, l'expérience sensorielle est l'une des composantes essentielles du processus par lequel la culture se développe en continu. Les formes et l'intensité des interactions du corps avec son milieu génèrent des savoir-faire, des connaissances et des habitudes qui contribuent à l'élaboration des symboles, idéologies, valeurs et normes sociales. Donc là, on fait un lien entre le fait que notre rapport au sensible définit notre culture. Autrement dit, la reconfiguration du sensible entraîne nécessairement la modification de la culture et donc également des rapports sociaux. Si la technologie modifie la façon dont nos sens sont sollicités, elle modifie de facto notre vision du monde. Ainsi, la technologie n'est pas neutre et elle est politique. Bon là, du coup, je vais réexpliciter un peu la non-neutralité de la technique rapidement, même si j'ai l'impression qu'on l'a suffisamment vu. Donc parfois on entend des gens qui disent comme tout outil, la technologie est neutre, et elle dépend simplement de la façon dont on s'en sert. Or, c'est faux. Et je vais vous citer, je vais sortir une citation qui sort d'un bouquin qui s'appelle Le totalitarisme informatique par Christopher Pohlmann. D'ailleurs, il y a des nouveaux volets maintenant j'ai bien envie de les lire. Donc c'est une citation un peu longue mais qui est assez dense. Donc je cite, « Les machines et applications n'agissent pas toutes seules, mais elles sont conçues et utilisées par des personnes et des groupes, avec leurs intérêts et dans des rapports de force spécifiques. En particulier, on oublie souvent que l'IA relève généralement de projets, dans le cadre d'une concurrence capitaliste de plus en plus large, de rationaliser les activités humaines pour diminuer les coûts et accroître le rendement. À l'idéologie capitaliste du profit maximum se sont ajoutées les possibilités offertes par l'opacité technologique.
au moyen de laquelle la cupidité éhontée peut être revêtue de la logique inhumaine de la machine. En perfectionnant la division du travail, l'automatisation facilite donc l'exercice d'un pouvoir en déresponsabilisant ses détenteurs et en entravant sa contestation. Bon, il y a beaucoup d'infos dans cette citation, mais déjà on peut noter que l'informatique est finalement une genre de suite logique à la société construite sur l'industrie. Une suite logique plutôt totalitaire dans la mesure où les êtres vivants tendent à y être une ressource et dont la conscience est superflue. Or, cet effacement de la conscience passe notamment par la perte d'autonomie. Donc là, je vais citer un autre bouquin qui s'appelle... j'avais cité plutôt, Le glaçage du sensible. Les appareils interfaces endossent le rôle de béquille, puis de filtre et enfin d'écran. Avec la technologie, la question de la sémiotisation, donc le fait de la mise en sens, devient celle de la suppléance. La question de la suppléance technologique, c'est celle du remplacement et de l'automatisation de certaines étapes de divers processus d'interaction de l'humain avec autres humains et animaux non humains et son monde concret par la machine. C'est donc une question de dépendance qui se joue. Comme l'évoque Aurélien Berland par exemple dans Terre et Liberté, c'est à la fois de façon générale une délivrance de la labeur et de l'effort par sa délégation à la machine, mais donc à l'exploitation de la nature. Tout confort acquis est une exploitation de quelque chose, enfin un surconfort. Mais donc aussi en effet secondaire, du fait de cette délégation, il y a une sorte de perte d'autonomie, de certains savoirs du processus de production, mais aussi d'un savoir-faire gestuel, manuel, par la disparition de l'artisanat et des processus manuels, et par extension d'une perte de gestion de l'effort, de la frustration et de la lenteur. De l'aspiration permanente au confort est né Homo conforme. C'est la thèse de ce bouquin-là. Pouvoir assouvir tous nos désirs instantanément et sans effort amène du coup nécessairement à une forme de difficulté à gérer la frustration, l'effort, la lenteur et une déconnexion, voire une déresponsabilisation complète de ce qui nous permet de ne pas fournir cet effort. Or, j'apprends ces dernières années, en me détachant de certains outils technologiques, que c'est dans l'effort que se situe l'accomplissement, c'est dans l'inconfort que se situe la responsabilité, et c'est dans le faire et non seulement le voir que se situe la vie. On va donc, maintenant qu'on a parlé de la technologie en général, on va se concentrer sur Internet spécifiquement et le numérique. Pour donner quelques chiffres pour commencer, en janvier 2024, c'est 66,2% de la population mondiale qui utilise quotidiennement Internet, avec une moyenne de 6h40 sur Internet par jour. Et en Europe de l'Ouest, c'est 94,5% de la population qui utilise Internet, quasi la totalité, avec une moyenne de 5h22 en France par jour. Soit dans le monde environ 40% du temps éveillé de la journée si on considère des nuits de 8 heures. Ça donne un peu un ordre d'idée. De plus, on croit souvent que le temps que nous consacrons au net se déduit de celui que nous passerions sinon à regarder la télévision. Mais les statistiques laissent penser le contraire. En fait, la majorité des études médiatiques indiquent qu'avec l'augmentation de l'utilisation du net, le temps de télévision est ou bien resté stable, ou bien a très légèrement diminué. D'autant plus qu'on observe que y a de plus en plus de gens qui se mettent aussi à regarder la télé sur Internet. Du coup, en fait, ça n'a pas trop changé. Et de façon générale, le temps passé en ligne a en fait fait augmenter la totalité du temps passé devant des écrans. Voilà. Le numérique est un outil infiniment puissant. On pourrait dire un méta-outil ou un méta-médium artistique, dans le sens où il concentre tous les outils, tous les médiums ou leurs équivalents en son sein. Plus exactement, comme on l'a vu pour la technologie, Internet, par son accessibilité universelle et on pourrait dire son inclusivité autoritaire, est devenu le principal moyen par lequel la société acquiert, interprète et interagit avec l'information et le monde concret.
le faisant passer d'assistant à intermédiaire. Donc maintenant, on va commencer à parler de l'impact que ça a sur nous et notre rapport au monde. Cette année, j'ai fini par formuler, il y a quelques mois maintenant, que je suis addict au divertissement et que ça m'empêche de vivre. J'avoue que l'admettre, je l'ai écrit sur un carnet, enfin, j'allais dire noir sur blanc parce que c'est l'expression, mais c'était pas écrit en noir, mais bon bref. J'avoue que l'admettre, c'est pas rien. On a trop souvent tendance à pas considérer ça comme une addiction. Les vidéos YouTube, Insta et les réseaux s'immiscent dans mon quotidien, sont des habitudes depuis longtemps, provoquent même du manque quand j'essaye de me sevrer. Beaucoup d'autres sont dans mon cas d'ailleurs, parce que c'est tout sauf anodin. Il y a Neil Postman qui nous parlait de la télévision, qui à l'époque écrivait les gens en viendront à adorer les technologies qui sapent leur capacité à penser. Je sais pas si je l'adore, mais ce qui est sûr, c'est que j'y reviens systématiquement, malgré tout, par facilité, par fuite, alors même que je sais qu'elle est pas bonne pour moi. J'y reviens pour combler le vide avec du bruit, parce que j'ai pris l'habitude et parce que c'est matériellement à ma disposition et agréable. Je vais citer maintenant un autre bouquin qui s'appelle Internet rend-il bête. Très subtil. Qui nous dit « C'est pas simplement que nous avons tendance à utiliser le net de façon régulière ou même obsessionnelle, c'est que le net donne précisément des stimuli sensoriels et cognitifs, répétitifs, intensifs, interactifs et addictifs, du genre de ceux dont on a montré qu'ils altèrent fortement et rapidement les circuits et les fonctions du cerveau. En dehors des alphabets et des systèmes numériques, le net pourrait bien être la technologie la plus puissante modifiant l'esprit qui soit jamais parvenue à être utilisée partout. Le net fournit un système ultra rapide pour donner des réponses et des récompenses, qui incite donc à réitérer les actions physiques aussi bien que mentales. Donc certains nous diraient que, certes, théoriquement, on a le choix de ne pas utiliser Internet, mais en fait, on a autant de choix qu'un fumeur qui essaierait d'arrêter de fumer. Un fumeur qui aurait d'ailleurs toujours grandi en fumant. Pour ce qui est des enfants nés après les années 2000, quoi. Sans parler de la marginalisation sociale, administrative et professionnelle que se distancier d'Internet et du numérique produit. Donc, on peut assez aisément dire que le net est une forme de drogue et une injonction sociale. D'ailleurs, c'est tellement une drogue que je sais pas si vous avez déjà vu ces pubs-là, mais il y a certains pubs de jeux mobiles où c'est un argument commercial. Il y a marqué genre le jeu le plus addictif de 2025. Tu vois. C'est devenu un argument tellement on n'est plus capable de maîtriser nos désirs, quoi. Et que c'est même ce qu'on est amené à désirer, d'être addict. Donc ainsi, si on la considère comme telle, comme une drogue, on peut essayer d'en lister les effets secondaires. C'est ce qu'on va faire après, dans tout le reste de la conf. Donc je commencerai par le plein. Dans le sens, l'opposé du vide. Par addiction, on s'habitue à la consommation quotidienne de vidéos, de musique, de contenu incessant et chatoyant, pardon. On s'habitue donc à une forme de plein constant, à la saturation, à l'absence de vide et de silence. Si bien qu'on développe tendanciellement une peur de ces silences, ou à minima le réflexe de les combler dès qu'on les sent arriver. Dès qu'on va aux toilettes par exemple, on saisit son téléphone, même parfois je vais chercher mon téléphone pour aller aux toilettes. On scrolle ou on joue à un jeu pendant qu'on est aux chiottes. Dès qu'on patiente dans les transports en commun ou qu'on fait une tâche manuelle aussi, on va mettre de la musique, on écoute un podcast ou on regarde une vidéo. Dès qu'on a du temps libre, on saisit son téléphone et on allume son ordi sans même savoir ce qu'on va y faire. Finalement, on se retrouve happé dedans et après avant même d'avoir eu le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on voulait faire de notre temps libre, quoi.
Un peu ce réflexe de... Par défaut, on va se mettre sur son ordi, puis au final, du coup, on se retrouve happé. Et en fait, on s'est pas posé la question de si c'est ça qu'on voulait faire de notre temps libre. Dès qu'on mange seul, d'ailleurs, ou même en groupe pour certains, on prend l'habitude de regarder une vidéo, une série, ou même un film. Pareil quand on va se coucher, pour certains. Et c'est de plus en plus répandu. Globalement, c'est un peu ça le quotidien de ce que j'appelle un enfant d'Internet. Donc, est-ce que vous voyez le problème? L'homo numericus, on pourrait l'appeler, bon, il y a plein de homo, voilà. Comble tous ces moments de rien, censés être des respirations, de repos, des moments qui permettent au cerveau de digérer les expériences récentes, les mémoriser et travailler dessus. On verra plus tard, enfin on reviendra plus tard là-dessus. Mais aussi des moments qui permettraient de faire apparaître des pratiques sociales. Il va les combler par du divertissement. À la fois sans permettre à son cerveau de se reposer du coup, mais sans pour autant le faire travailler de façon constructive. Enfin ça dépend, mais en général le fait enfin personnellement je regarde souvent, je prends l'habitude et je sais qu'on est beaucoup comme ça à regarder des vidéos YouTube où je vais volontairement prendre les vidéos qui vont rien m'apprendre, qui vont juste me divertir, parce que ça me fait chier d'aller sur des vidéos qui m'apprennent des trucs à ce moment-là. J'ai juste envie de me poser et de faire du vide, sauf que précisément on va voir que ça fait pas de vide. Enfin voilà, c'est ça dont je parle. Ça fait que fatiguer le cerveau et l'empêcher de fonctionner. Ce qui participe sans aucun doute à créer ce fameux sentiment de vide intérieur dont je parlais au début. Par incapacité à traiter l'information et donc établir ses propres enjeux, et ensuite par détresse face à ce vide intérieur, n'ayant pas les outils pour le gérer, ça provoque la fuite par du coup le besoin de le combler avec n'importe quoi, avec du bruit, un bruit qui ne nous fait pas non plus réfléchir, un genre de bourdonnement qui doit nous maintenir dans un état de neutralité, de non-être, de distraction permanente de notre propre vie, et donc de non-vie, ou comme dit par Alexis de Tocqueville, délivré du trouble de pensée. Le problème, c'est que donc, comme vous l'avez compris, les moments de rien, de silence, notamment, sont nécessaires à l'assimilation et la digestion des informations, ainsi qu'à la prise de décision. Ainsi, l'envahissement constant de notre quotidien par de l'information visuelle et sonore amène à ce qu'on pourrait appeler une saturation informationnelle du cerveau, entraînant donc la fatigue, des difficultés à intégrer des informations et à trier, à les articuler, à en tirer du sens et donc indirectement à développer une sorte de pensée profonde. Des dizaines d'études par des psychologues, des neurobiologistes, des éducateurs et des intervenants de la toile arrivent à la même conclusion. Quand nous nous connectons en ligne, nous entrons dans un environnement qui favorise la lecture en diagonale, la pensée hâtive et distraite, et l'apprentissage superficiel. On peut très bien réfléchir en profondeur en surfant sur le net, de même qu'on peut très bien réfléchir de façon superficielle en lisant un livre, mais ce n'est pas le type de réflexion que cette technologie favorise et récompense. Ça, c'est une citation de l'internet rend-il bête. Il y a une étude pour expliciter le truc de il faut qu'on ait de l'espace de vide pour la prise de décision, de Aap Dijksterhuis, bon, c'est un psychologue hollandais dont je prononce vraiment très mal le nom, qui dirige le laboratoire de l'inconscient à l'université Radboud de Nijmegen, qui indique donc que ces ruptures d'attention, donc les moments de rien, donnent à notre inconscient le temps de s'attaquer à un problème en mobilisant des informations et des processus cognitifs qui échappent à la délibération consciente. Les expériences de ce chercheur révèlent aussi qu'en général, on prend de meilleures décisions quand on détourne son attention d'un problème mental difficile pendant quelque temps. Mais cette étude montre ainsi aussi que nos processus mentaux inconscients ne traitent pas un problème tant qu'il n'a pas été défini clairement et consciemment, faute d'un objectif intellectuel particulier. Il n'y a pas de réflexion inconsciente. Or, donc, la déconcentration constante que favorise le net distrait de la déconcentration par la déconcentration. Cet état dans lequel on est n'a rien à voir avec la diversion temporaire évoquée avant, donc les espèces de rien. La cacophonie de stimuli du net court-circuite l'activité mentale inconsciente, aussi bien que consciente,
empêchant notre esprit de penser en profondeur ou de façon créative. Donc, pour expliciter, si on... je vais essayer de vous résumer comment fonctionne la mémoire et l'assimilation à travers les travaux de John Sweller, qui est donc un psychologue de l'éducation australien. Donc en gros, il y a la fameuse mémoire à court terme qu'on connaît tous et la mémoire à long terme. Et en gros, lui, il explicite que dans cette mémoire à court terme, il y a ce qu'on appelle la mémoire de travail, qui fait partie de la mémoire à court terme, qui est un peu ce qu'on pourrait appeler le bloc-notes de l'esprit. En fait, pour le citer, la mémoire de travail forme, dans un sens très réel, le contenu de notre conscience à tout moment donné. Donc, on a uniquement conscience de ce qui se passe dans la mémoire de travail, et rien d'autre. Et cette mémoire de travail, elle a un rôle de traitement de l'information vers ou depuis la mémoire à long terme. C'est-à-dire que c'est l'intermédiaire dans lequel les informations qu'on reçoit à court terme, donc des impressions, des sensations, des pensées immédiates, des informations, etc., elles vont arriver là-dedans, et c'est elles qui les traite pour ensuite les envoyer dans la mémoire à long terme. La mémoire à long terme qui serait plutôt le genre de système de classement, une espèce de grande bibliothèque dans lequel on aurait tout. Et donc inversement, c'est aussi elle qui va chercher les infos dans la mémoire à long terme pour les ramener au conscient. Et en fait, il y a cette phrase qui nous dit que donc nous ne savons qu'une chose était stockée dans la mémoire à long terme que quand elle revient dans la mémoire de travail. Donc cette mémoire de travail, elle a ce rôle d'interface entre les deux et de traitement de l'information. Et donc la mémoire à long terme, voilà. Et la mémoire à long terme, elle a donc ce rôle de stockage, mais elle a aussi ce rôle qu'on a compris plus récemment de compréhension. C'est-à-dire en fait, de par le fait de devoir stocker les infos, elle a aussi ce rôle de devoir les organiser les unes entre elles, et donc de créer des schémas, le lien logique entre ces différentes infos, qui fait que c'est aussi là que se passe la capacité à construire une pensée et à acquérir des schémas logiques de pensée, quoi. Mais ce qui nous intéresse, c'est que donc cette fameuse mémoire de travail, qui donc est centrale, on a vu, qui a fait l'interface entre les deux, en fait, elle peut traiter que 1 à 2 éléments à la fois, parfois 3 ou 4 dans certains cas, mais la majorité du cas, c'est 1 à 2. Sachant que les éléments dans la mémoire de travail disparaissent assez vite, à moins d'être réactivés par répétition, c'est pour ça qu'on dit pour apprendre il faut répéter, vous comprenez bien que face à un flux constant d'informations diverses, les informations ont du mal à arriver à la mémoire à long terme. Donc là il y a cette image que nous partage Nicolas Carr dans Internet rend-il bête. Imaginez que nous essayons de remplir une baignoire avec un dé à coudre. Quand on lit un livre, le robinet des informations donne une sorte de goutte à goutte régulier, et en plus on peut contrôler le rythme de notre lecture. Avec le net, on se retrouve devant plein de robinets d'informations, coulant tous à plein débit, et avec notre petit dé qui déborde, on court d'un robinet à l'autre. Nous ne pouvons alors transférer qu'une petite portion des informations à la mémoire à long terme, et aussi on transfère un sorte de méli-mélo de gouttes sorties des différents robinets, et pas un flux continu et cohérent issu d'une source unique. Deuxième citation, c'est donc précisément parce que la lecture de livres stimule insuffisamment les sens que cette activité est intellectuellement gratifiante. En nous permettant de filtrer les distractions, de faire taire les fonctions de résolution de problèmes dans les lobes frontaux. Alors quand il dit ça, c'est parce qu'en fait, l'interface numérique fait que ça agit constamment sur notre capacité à résoudre des problèmes, parce qu'en fait c'est que quelque chose qui est interactif, et donc qui correspond à de la résolution de problèmes en mode il y a plein de stimuli, des notifications, les liens, etc. Et donc on a observé que sur le cerveau ça fait qu'on a un double travail quand on est sur internet, qui est celui de la résolution de problèmes constant et du traitement de l'information, qui fait que ça vient parasiter en plus le traitement de l'information. Donc du coup il nous dit, ça fait que c'est une activité intellectuellement gratifiante parce qu'elle permet de filtrer les distractions en enlevant cet aspect gestion de problème.
La lecture en profondeur devient donc aussi une forme de réflexion en profondeur. Il y a cette autre citation qui nous dit bien que j'ai été entouré de dizaines de milliers de livres, je ne me souviens pas avoir ressenti l'angoisse qui est le symptôme de ce qu'on appelle la surcharge d'informations. Il y avait quelque chose d'apaisant dans la retenue de tous ces livres, leur acceptation d'attendre des années. Prends mon temps, me murmurait-il de leur voix poussiéreuse. Nous n'allons nulle part. Bref, pour en finir là-dessus, cette surcharge informationnelle favorise donc tendanciellement la passivité, des difficultés dans la prise d'initiative, ainsi que dans le relationnel. Cet effet secondaire donc nous amène à un deuxième effet secondaire que vous connaissez probablement. Donc les problèmes d'attention. Dans mes expériences récentes à l'addiction au divertissement, il y a eu plusieurs expériences que j'ai ressenties. Il y en a une, alors celle-ci qui est un peu plus rare, dans des périodes où je suis très, où j'ai regardé beaucoup de vidéos, je suis très à utiliser Internet et à regarder, utiliser l'interface numérique. Je me suis fait la remarque une fois que j'ai énormément de mal à juste regarder genre une feuille immobile. J'ai beaucoup de mal à rester focus sur cette feuille. Physiquement, mon regard il a envie d'aller ailleurs et de regarder d'autres trucs. Alors que dans les périodes où j'utilise pas du tout Internet, c'est pas du tout un problème, quoi. Deuxième truc similaire, là beaucoup plus courant, même que je ressens quasi tous les jours. Quand j'ai passé, typiquement quand je me réveille et que je me mets sur Insta, que je passe 30 minutes ou 1 heure, après, j'ai vraiment une sensation d'esprit surchargé, une sorte de mal de crâne qui me rend la réflexion et l'attention difficile. Et cette sensation-là, elle peut rester vraiment parfois toute la journée ou jusqu'à ce que je fasse une sieste, quoi. Faut vraiment qu'il y ait cet effet de remise à zéro pour que je puisse m'en débarrasser. Donc, il y a vraiment je ressens physiquement une certaine tendance atrophiante de la logique informatique. Ou en tout cas de la dispersion de mon attention, quoi. Et ce qui est assez fou, c'est que cet effet-là, on l'observe pas que sur les enfants d'Internet, comme je disais, mais aussi sur ceux qui ont pris Internet en cours. Il y a donc cette citation toujours dans le même bouquin. Depuis ces dernières années, j'ai le sentiment désagréable que quelqu'un ou quelque chose bricole avec mon cerveau, réorganisant la circuiterie nerveuse et reprogrammant la mémoire. Mon esprit ne s'en va pas pour autant que je puisse dire, mais il change. Je ne pense plus comme naguère. C'est quand je lis que je le sens le plus fortement. Auparavant, je trouvais facile de me plonger dans un livre ou dans un long article. Mon esprit était pris dans les rebondissements du récit ou dans les articulations de la discussion. Je passais des heures à arpenter de longs passages de prose. Ce n'est plus que rarement le cas aujourd'hui. Maintenant, ma concentration se met à dériver au bout d'une page ou deux. Je deviens nerveux, je perds le fil. Je me mets à penser à autre chose à faire. J'ai l'impression de passer mon temps à ramener au texte mon esprit à la traîne. La lecture en profondeur qui venait naturellement est devenue une lutte. Voilà, je me rends compte que la partie sur l'addiction est très courte, mais l'attention est très courte, mais on en reparlera indirectement plus tard. Donc ainsi, la technologie et Internet impactent notre rapport sensible au monde, et donc nécessairement, elle impacte aussi notre rapport à l'esthétique, à la culture, à l'art, donc à la créativité. Nous allons partir dans la deuxième grande partie. Je me rends compte que je suis grave à la bourre, mais on a commencé un peu tard aussi. Bon. Donc, les outils de création et le processus créatif. Donc je vais commencer par essayer de définir ce que j'appelle étant le processus créatif. Moi j'ai un parcours lié à l'art plastique, donc j'ai une définition assez large de ce qu'est le processus créatif. Et c'est même en ça que je le trouve intéressant. Donc si j'essaierais de le définir, en fait ce serait une sorte d'ensemble cyclique avec plusieurs étapes
L'expérimentation de matériaux de telle sorte à y chercher la possibilité d'y faire naître une dimension esthétique et symbolique. Le matériau, j'utilise dans un sens très large, ça peut être le corps aussi, quoi. Ou la parole, enfin un médium. Ensuite, la production d'éléments ou de protocoles en usant de ces matériaux de telle sorte à chercher à transmettre quelque chose, une émotion, un sens, une sensation. 3. Après avoir assez naturellement fait une sélection parmi les différentes productions pour choisir la plus réussite, il est possible de prendre du recul et d'analyser ces productions, d'y chercher du sens, se demander pourquoi on les a faites de cette manière, qu'est-ce qu'on a voulu dire, en toute transparence, en toute honnêteté. La difficulté est alors de ne pas surinterpréter. Il faut savoir dire, bref, la difficulté n'est pas de surinterpréter, il faut savoir dire que c'est pas qu'on a fait ça juste parce que c'était plus simple parfois, ou parce qu'on avait tel matériau, etc. Pour autant, tout est bon à dire, car beaucoup de choses y sont aussi dites dans ces éléments-là, quoi. Je me rends compte que là, du coup, on passe à un autre sujet, donc c'est peut-être un peu brutal sur la réflexion. Mais on va revenir à ce qu'on disait avant. Et 4, une fois que cette analyse est faite, on recommence le processus, et ainsi de suite. Parce que donc nécessairement, les analyses qu'on a faites de nos propres travaux au début sont pas toujours forcément très poussées ni pertinentes. Mais au fur et à mesure qu'on va reproduire le processus, qu'on va reproduire de nouvelles choses, qu'on aura entre-temps réfléchi à pourquoi on a fait ça, et ensuite qu'on revient à notre créativité en ayant réfléchi à pourquoi on a fait ça, elle s'accumule et il y a cet effet de cycle, quoi. Vous noterez par contre que j'ai pas parlé de l'exposition de ce travail-là. Pourtant, on peut largement l'intégrer, car il apporte beaucoup de nouveaux enjeux. Pour autant, il peut avoir un assez gros impact sur le processus. Savoir qu'on doit exposer son travail à la fin peut radicalement changer la nature de notre travail. Mais je pense que les deux, du fait d'exposer ou de ne pas exposer, sont nécessaires dans un travail, si on essaye d'en faire un travail introspectif. Parce que donc là, j'ai parlé de cycle dans lequel on s'auto-analyse dedans. Parce que donc, moi, je mets une grosse valeur dans le processus créatif de capacité d'auto-analyse et de quête de l'intime. Donc, exposer permet de se motiver à faire de son mieux. Enfin, exposer à la fin du processus permet de se motiver à faire de son mieux. D'avoir une réflexion de la destination aussi. Parce que donc, l'art d'exposer une œuvre est en soi un art. Et beaucoup peut être dit par cette étape. C'est ce qu'on appelle donc l'installation. Ou pour les arts vivants comme la danse, le théâtre, la performance, le lieu par exemple peut être un contexte radicalement différent au niveau du sens de l'œuvre. Et surtout, exposer, ça permet de recevoir des retours extérieurs. Le regardeur d'une œuvre est souvent un très bon psy. Bon, attention par contre à l'aspect mort de l'artiste, puisque donc chaque regardeur a tendance à projeter ses propres enjeux sur l'œuvre. Donc faut pas non plus tout prendre comme un flux de vérité, quoi. Mais apprendre à naviguer entre les différents retours est vraiment extrêmement enrichissant sur notre travail, mais aussi sur nous-mêmes. La majorité, j'aurais tendance à dire que la majeure partie des apprentissages qu'on fait se font dans la confrontation à l'altérité, à l'autre. Ce que je nomme processus créatif est donc assez englobant, mais je pense que j'aurais tendance à mettre un accent sur l'étape de processus manuel, que l'on retrouve aussi dans l'artisanat, donc ce que je vais dire peut s'appliquer à l'artisanat aussi. Dans tous les cas, je trouve enrichissant et particulièrement libérateur, surtout vis-à-vis de tous les enjeux cités plus tôt et qui seront cités après, de sensibilité technologique. Ce que je trouve particulièrement libérateur dans le processus créatif, c'est donc sa capacité à créer des espaces. Des espaces de l'à côté, des espaces d'expérimentation, des espaces de la temporalité lente,
des espaces où l'on vit pleinement et jusqu'au bout certaines émotions, des espaces du concret, mais aussi des espaces de l'abstrait, des espaces du regard, un regard actif, des espaces de l'intériorité. Si je fais une petite énumération, le dessin par exemple permet un recentrage sur soi, comme du yoga, dans une situation désagréable où je peux pas fuir. Genre, je sais pas, je me retrouve avec des potes que j'ai pas vus depuis longtemps, d'école d'ingé pour certains. En fait, m'arrêter pour dessiner m'a souvent aidé à créer cette espèce de bulle, un espace agréable, à calmer mes tensions et parfois et par la concentration sur une tâche concrète qui demande toute mon attention, réussir à me focus dessus et à créer cette bulle, quoi. Ce type de transe, par un geste manuel qui agit sur une matière concrète, on le retrouve dans beaucoup de processus du coup. La peinture, la sculpture, la gravure, mais aussi du coup tout ce qui est lié à l'artisanat, quoi. Le processus créatif favorise ainsi un regard actif sur le monde comme nul autre, un regard où on va s'attarder justement sur chaque détail en cherchant à les comprendre. Photographier aussi, c'est entretenir un regard actif sur le monde, un regard capable de voir le beau du quotidien. Puis le moment du tri, de la sélection des photos, moi je l'ai souvent comparé aussi à un moment de tri personnel, une espèce de bulle justement où on va mettre l'accent sur le tri. Or le tri pour moi c'est un enjeu qui est extrêmement important vis-à-vis de tout ce qu'on a dit avant, dans un espace de saturation où on n'a pas d'espace de tri, où on a trop d'informations et pas assez de capacité de tri. Ça peut être aussi des moments, bon ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, des moments où on peut pleinement se laisser envahir par une émotion. Alors ça, tous les artistes le ressentent pas de la même manière, mais du fait de laisser aller à une émotion jusqu'au bout et de la transformer en une œuvre, ou au moins à travers le processus de faire l'œuvre pendant qu'on se laisse passer cette émotion, il y a vraiment cette capacité parfois à se laisser envahir entièrement par l'émotion, capacité qu'on aurait tendance à plutôt rejeter le reste du temps. C'est aussi un bon prétexte social à l'expérimentation, comme on pourrait dire, parce que je sais pas pourquoi on a donné cette place, enfin si je sais pourquoi, mais je veux dire on a donné cette place à l'art, c'est un espace du coup dans lequel on est plus apte à expérimenter les situations dans lesquelles on met son corps, des façons étonnantes d'aller à la rencontre de l'autre. Le prétexte de l'art permet aussi de créer des espaces d'ouverture, de relâchement, de jeu, d'expérience qui sortent de l'ordinaire, de l'utile aussi, enfin du directement utile, quoi. Il est un prétexte à l'aventure. Suzanne Sontag, experte plutôt sur l'aspect de la photographie, elle disait le voyage devient une stratégie dont le but est d'accumuler des photographies. Moi j'aurais plutôt tendance à le tourner dans le sens inverse. C'est-à-dire, personnellement, je trouve plutôt que la photographie devient une stratégie au voyage. Dans le sens où la photographie agit comme une récompense dès lors qu'on s'identifie comme étant photographe. Et donc un objectif qui, s'il est pris au sérieux, devient une sorte de source de motivation pour trouver l'énergie de parfois bousculer sa zone de confort, mais aussi une sorte d'épée de Damoclès pour s'obliger à avoir un regard actif. Voilà. Mais donc, comment la technologie s'inscrit-elle là-dedans, et est-ce qu'on peut dire que la technologie détruit la créativité ? Bon, à vrai dire, aussi technocritique que je sois, je peux pas vraiment répondre oui à cette question. Sur certains aspects, c'est peut-être même le contraire. Et c'est là qu'on va parler d'hyperaccès. Ça va être très bien à faire comme ça. Internet et l'informatique offrent précisément une accessibilité sans précédent à la création, via d'un côté des outils de création, des tutoriels hyper accessibles, et de l'autre des plateformes de diffusion elles-mêmes hyper accessibles.
cet hyper-accès revêt plusieurs formes. Si on prend l'exemple de la photographie et de la vidéo, par exemple, qu'on reste là-dessus, Internet regorge de tutoriels accessibles gratuitement, souvent directement intégrés aux mêmes applications de diffusion des photos, genre Instagram, TikTok. Les caméras aussi et les appareils photos sont eux-mêmes présents sur les smartphones et possèdent des algorithmes d'automatisation du processus et des réglages très efficaces permettant à peu près à n'importe qui d'obtenir des résultats satisfaisants et de plus en plus sans aucune compétence technique. On peut penser au slogan popularisé par Kodak, donc qui est une marque d'appareils plutôt bon marché, qui disait vous appuyez sur le bouton, on s'occupe du reste. Bref, en ce qui concerne la photographie, tout a été fait pour qu'il n'y ait presque plus aucune étape difficile entre le fait de voir quelque chose et de pouvoir le partager, entre le fait de voir quelque chose et le fait de pouvoir le partager sur la sphère publique des réseaux. C'est là qu'on arrive à la guerre de l'attention. Le fait qu'un tel hyper accès à la création existe paraît plutôt social sur le papier. En revanche, cet accès est de plus en plus conditionné, à la fois par les outils eux-mêmes qui donc ne sont pas neutres, créant ainsi un rapport à la création qui leur est propre, mais aussi par l'offre de diffusion qui est donc facile et gratuite proposée par les réseaux sociaux. Car alors, un enfant d'Internet qui a envie de se mettre à l'art pense que c'est par les réseaux qu'il pourra espérer en vivre, ou même juste diffuser son art, puisque c'est là qu'il découvre et consomme lui-même le contenu artistique et divertissant. Notez d'ailleurs que maintenant on dit consommer du contenu. Les plateformes sont donc des contenants, et nous créons du contenu, bon à être consommé comme du fast-food pour se divertir. D'ailleurs, je réalisais récemment que le mot divertissement, il a la même racine étymologique que diversion. Le mot est donc étonnamment bien adapté, sans qu'on en ait conscience. Donc la conception de l'art et de la création pour l'enfant d'Internet est conditionnée par ces mêmes réseaux, répondant à des logiques marchandes et réunissant sur le même algorithme les créatrices et créateurs du monde entier. Ainsi, le jeune artiste aujourd'hui, avant même d'avoir commencé son propre processus créatif, qui devra être parsemé d'échecs, se trouve en concurrence avec le monde entier. Par exemple, rien que sur YouTube, alors il y a une stat qu'ils ont donnée eux-mêmes sur leur site, il y a plus de 500 heures de contenu qui sont publiées toutes les minutes. Voilà, ça donne un ordre d'idée. Si bien que la première réflexion du jeune créatif sera à quoi bon ? Un peu de compétition n'est pas toujours négative, hein, elle peut pousser à s'améliorer, à apprendre à être critique de son travail et à recevoir les critiques. Cependant, s'il est décourageant et parfois, il est décourageant et parfois assez traumatisant d'être confronté trop tôt à trop de compétitivité ou de critique. Je crois personnellement qu'il faut une certaine naïveté pour entamer un processus créatif. Autant compétitif que technique, la naïveté. Il faut que ça vienne de l'intérieur avant d'avoir un apport extérieur. Or, grandir à l'ère d'Internet, c'est avoir l'impression que si on n'est pas aussi bon que les artistes qu'on voit sur la toile, c'est qu'on n'a pas de talent et qu'on n'y arrivera jamais. Alors que les artistes qu'on voit sur la toile, c'est souvent des artistes qui ont des années d'expérience derrière eux, qui ont eu plein d'échecs derrière eux. Pour autant, notre travail sera visible sur les mêmes réseaux que ces mêmes personnes. De plus, la compétitivité crée autre chose, une formule de ce qui marche. Le contenu qui marche sur les réseaux, sauf quelques exceptions, va être plutôt du contenu facile à comprendre, qui capte rapidement l'attention, qui la conserve, qui génère de l'interaction ou qui crée un sentiment d'appartenance à un groupe. Ce qui favorise la mise en avant de certains contenus, de certaines formules qui se trouvent souvent du coup assez vides en profondeur et complètement apolitisées. Ou alors politisées de surface, quoi. Cet effet est même chez certains attribué à l'outil même, favorisant une société des images et qui de ce fait favoriserait plutôt l'esthétisation et la simplicité plutôt que le sens et la nuance.
Donc on peut reciter Neil Postman, je sais pas si j'ai déjà cité, qui parlait à l'époque de la télévision, mais Internet, par sa récupération capitaliste, se place pas mal dans la continuité. Donc je le cite, il nous dit « La télévision transforme l'apprentissage en une expérience visuelle, simplifiée et orientée vers le divertissement. Elle transforme chaque sujet en une forme de spectacle. » Et ce phénomène se cumule ou découle de l'interface numérique dont je parlais plus tôt, enfin technologique, pardon. Il y a cette longue citation, mais que je trouve vraiment bien, du classage du sensible, toujours. Les appareils d'assistants par vocation, devenus plus tard parasitiques, se révèlent en effet dans leurs attributs d'écran, c'est-à-dire de murs qui isolent l'homme de son monde. Une telle isolation coupe l'homme de la connaissance directe de son monde. L'image du monde n'est plus perçue, mais une reconstruction technologique. La technologie ne se contente pas d'hyper-réaliser le réel, elle l'irréalise, le faisant disparaître comme surnuméraire, comme un reste, non pas inutile, mais dont ni la présence ni la connaissance ne sont essentielles à l'homme. Il rejette sa propre perception du monde comme infidèle, lui préférant son image modélisée par la technologie. La réalité devient une réserve pour le vouloir signifié de la technologie. Voilà, c'est une citation bien, mais je le trouve assez bien. Donc, ainsi, à la fois l'enfant d'Internet ne connaît plus la nature, entre guillemets, et ses fonctionnements, mais aussi il ignore le fonctionnement ou même l'existence des chaînes de production et d'approvisionnement qui permettent son confort, comme évoqué plus tôt. Ainsi, sa culture devient rapidement un genre de circuit fermé. La réalité n'est presque plus vécue que par l'interface technologique, presque coupée de la réalité concrète. L'enfant d'Internet produit alors un art esthétiquement riche et qualitatif, parce que son regard est entraîné par son exposition culturelle constante. Mais c'est un art qui, à l'inverse, est tendanciellement creux et qui reste en surface ou évoque des problématiques très libérales. Sachant que je dis ça pour moi aussi, hein, je m'inclus dedans. À la fois car l'enfant d'Internet est perdu, mais aussi parce qu'un enfant d'Internet vit essentiellement à travers l'interface d'Internet, et donc de la société de consommation. Ainsi, son expérience vécue tend à se réduire de plus en plus à cette culture uniquement. C'était un peu exagéré de le dire dans les années 2010, mais je pense que ça le devient de moins en moins. Et je dis ça pas mal d'expérience. L'art produit par les enfants d'Internet, et particulièrement avec les outils numériques, tend à être un art fermé sur lui-même, en tant qu'il est à la fois sa propre inspiration, sa propre matière et sa propre destination. À noter alors que je parle surtout de l'art partagé sur Internet. Il y a toujours donc l'art muséal ou de salle de spectacle, même si avec le temps les deux milieux ont tendance à se mélanger. On pourrait ensuite donc rajouter... C'est très long. La sensibilité technoïde tend à être sensible à l'intensité, l'excès et l'hyperstimulation. Ça, c'est une trajectoire qui s'extrapole assez aisément. La technologie fut là d'abord pour mettre en lumière les informations les plus importantes, puis elle visa à donner du relief au monde par la qualité technique, puis une fois que le monde entier était en relief, elle avait d'autres choix que l'hyperstimulation, s'accompagnant d'une compétition pour la captation sensorielle. Cette surstimulation, on le sait, provoque une sorte de désensibilisation, de deux façons au moins. De façon organique, donc les récepteurs de l'appareil sensitif humain s'habituant à un certain degré de stimulation ne prêtent donc nécessairement plus attention aux signaux plus faibles, comme la beauté nue du monde concret. Ce qui se vérifie par une intensité dans les émotions exprimées dans la culture technoïde, mais souvent une intensité pour l'intensité,
d'un tantinet qu'il est là que pour satisfaire un plaisir esthétique, qui est donc détaché de sa source complexe et sa profondeur. L'émotion est reprise pour sa valeur esthétique, en évinçant souvent sa valeur politique, et souvent digérée d'un autre travail artistique, lui-même digéré d'un autre travail artistique, etc. etc. Simplifiant ou déformant en cours de route, comme une sorte de téléphone arabe, cette émotion au profit d'un plaisir purement esthétique. De plus, cette simplicité dans les émotions évoquées peut être aussi attribuable à l'évolution de la technique en elle-même, dans le sens de Walter Benjamin, qui est un bouquin qui est beaucoup cité en art. Donc quand il écrit l'œuvre d'art à l'époque de la reproductibilité technique, en parlant donc lui il parle surtout de la photographie, de l'imprimerie et de la lithographie, se démocratisant, mais je trouve qu'on peut vachement, ça marche toujours aujourd'hui quoi. Du fait que ces technologies ces techniques sont à la fois plus rapides, sont plus rapides pour produire des œuvres, et qu'en plus on peut les reproduire en quantité énorme. Aussi que les matériaux utilisés sont de plus en plus éphémères, comparativement, avant on faisait des statues en plomb, maintenant on va faire une photo sur Insta quoi. Et du coup ça favorise nécessairement un art de la pensée plutôt éphémère qu'un art de la réflexion profonde. On peut faire une œuvre rapidement, donc on va passer moins de temps à réfléchir on fait une œuvre rapidement qui va disparaître rapidement aussi. On passe moins de temps à se dire je vais faire une œuvre qui va durer pendant 100 ans et donc il faut que mon message soit bien réfléchi quoi. Ce qui peut on peut penser au mood et vibe sur Insta, etc. Pour ceux qui connaissent, ça sert à rien que j'explicite sinon. Puisque donc tout cet art partagé sur les réseaux est nécessairement soumis à l'algorithme de ce dernier. Il doit donc s'y confronter s'il veut espérer y trouver du succès. Or, cet algorithme, se disputant le temps d'attention comme une ressource rare avec les autres algorithmes, favorise ce qui est simple, ce qui capte immédiatement l'attention, et ce qui la retient. Voilà. Mais donc, dans tout ça, quelle est la place de l'artiste ? On arrive donc à la dernière question, avant la conclusion. Si l'art n'est plus lié par exemple au savoir-faire, où se situe sa valeur ? Si l'art et sa diffusion est hyper accessible à tous, et que donc nécessairement les images s'en trouvent hyper abondantes, alors pourquoi continuer à créer encore de nouvelles images ? Certains artistes photographes comme Juan Fontcuberta parlent de post-photographie, pour laquelle l'excès et l'accès caractérisent la matière visuelle. Pour lui, le mérite et la qualité artistique d'une œuvre résident alors dans notre capacité à doter une photographie d'intention et de sens, à la rendre significative, et pas à la photographie en elle-même. Ce nouveau mode de production photographique a vu apparaître la valorisation de styles tels que ce qu'il appelle la photographie vernaculaire. Alors ça c'est en gros toutes les photographies des marges qui jusqu'à présent n'étaient pas considérées comme artistiques, genre les photographies de famille, les photographies floues, les photographies ratées. Toutes ces photographies-là ont été intégrées comme ayant une valeur artistique par rapport à une époque où avant c'était la photographie de qualité avec un bon cadrage, etc. Maintenant même une photo floue, si elle est bien utilisée, peut avoir une valeur artistique, elle a du sens, etc. Il existe donc plus de bonnes ou de mauvaises photos du point de vue technique, objectif, comme ce pouvait être le cas avant, mais il existe de bons ou de mauvais usages de celles-ci. Et combiné à la surabondance d'images, il n'importerait même plus de savoir qui a fait la photo ou d'où elle vient. En fait, ce qui compterait pour lui, ce serait l'assignation du sens de l'image. L'artisticité résiderait alors dans l'acte intellectuel de prescription. Selon lui, adopter une image, donc se l'approprier, revient toujours à reconnaître sa valeur symbolique et à exhiber une attitude. La valeur de l'art ou le faire ne serait donc plus liée aux compétences techniques et concentre alors son geste artistique dans le choix et la mise en sens. Donc ça c'est sa thèse à lui.
Je trouve que c'est une thèse qui est pas inintéressante. Enfin, il y a certains aspects que je retrouve dans la façon dont je conçois le processus créatif. Pour autant, il y a quand même un aspect qui me dérange fondamentalement dans cette vision-là. C'est que c'est la place du processus créatif, particulièrement de l'étape dite manuelle. Parce que moi, je crois assez sincèrement que c'est cette étape-là qui est le plus important, presque plus que le fait d'exposer à la fin. Et je crois que l'humain a besoin de faire pour exister, pour se construire. Il comprend même mieux ce qu'il veut exhiber, donc l'attitude dont il parle pendant le fait de faire, pendant le processus manuel. Et même toutes les micro-erreurs qui apparaissent pendant ce processus viennent enrichir et même, j'aurais tendance à dire, caractérisent l'œuvre d'un artiste. Je crois peut-être même que l'humain aime créer plus que de voir la création des autres. Et même quand il aime la création des autres, ce qu'il aime, c'est l'idée qu'il aurait pu créer ça. Bon, ça, c'est ma théorie. Et la place de l'exposition pour le créateur est finalement souvent un détour par l'autre pour s'ouvrir l'accès à soi-même et se traiter soi-même comme un autre, comme nous le dit Jean Lancry, qui est un artiste plasticien et chercheur. Donc ainsi, pour moi, l'exposition, elle fait que partie du processus créatif, mais elle ne peut pas se suffire à elle-même, et même elle serait plus secondaire à mon sens. J'aurais peut-être même tendance à avoir une société où ce serait plutôt l'inverse, où finalement s'il y a une surabondance d'images, à la limite on s'en fout de voir les images des autres, l'important c'est qu'on crée nos propres images. Mais bon. Mais alors à quoi rime l'exposition si l'humain qui expose n'est pas confronté lui-même lors du processus? C'est un peu ma question, quoi. Bref, on va arriver sur la conclusion. Pour finir, j'ai un peu envie d'expliquer ce que moi je fais artistiquement rapidement, même si du coup j'en ai déjà parlé avec certaines personnes. Et à la fin, je ferai une petite conclusion plus générale avec des citations que j'aime bien. Moi, depuis 3 ans maintenant, je fais de la photographie. Mon appareil est numérique, et alors naturellement, parce que je le peux et par exploration, je me suis vite mis à retoucher des photos, retoucher mes photos. La retouche peut avoir diverses formes. Recadrage, luminosité, contraste, colorimétrie, montage, netteté, accentuation, grain, pixelisation, déformation, glitch, aberration chromatique, montage, transparence, etc. etc. Et c'est là qu'il devient vite difficile de continuer à parler de photo. Le numérique, donc dans son statut de métamédium dont je parlais plus tôt, permet une sorte de capacité d'appropriation de la photographie qui, à mon sens, révèle plus de la peinture ou du collage. La photo devient en elle-même une matière qui peut donc être modelée, superposée, altérée, mélangée à d'autres. Et le résultat d'ailleurs est souvent assez lointain d'une photo. On pourrait alors parler d'art numérique. Bon, il y a eu genre 1 milliard de noms pour définir ça, personne n'est d'accord. On va dire art numérique. Et dans mes explorations, il y a une chose qui est souvent revenue, une sorte de texture. Je me suis mis à volontairement accentuer le grain, ou plutôt les pixels, puisque c'était des photos numériques, étant donné la nature numérique de mes photos, du coup, pour jouer et révéler la texture composante du médium, ou comme imitation d'autres textures, comme la peinture, arrivant parfois dans quelque chose de l'ordre du trompe-l'œil, avec une photo où on m'a dit que ça paraissait pour une peinture, ou qu'elle paraissait rugueuse, ou même on m'a dit une fois qu'elle avait l'impression qu'elle était poilue de loin. Cette révélation de la trame qui constitue la photo a la capacité pour moi de rendre tangible, presque sensible au toucher, ou à l'idée du toucher, des photos qui sont pourtant intangibles par essence, dont l'existence physique du moment représenté reste assez abstrait, malgré le geste très fort de la capture photographique. Chose qui est d'autant plus forte, notamment quand je fais des photos de l'intime, du fait d'augmenter cette forme de tactilité, de sensibilité. C'est comme d'augmenter la présence physique de ces moments intimes, quoi.
Cette texture visible fait comme vibrer l'image, révélant son maillage, son tissage, et lui donnant de la consistance. Le terme de texture d'ailleurs faisant historiquement référence plutôt au tissu. Comme une manière pour moi donc de leur donner plus de profondeur. J'aime bien dire qu'elles vibrent comme une manifestation littérale de la vibration de l'âme qu'évoque le célèbre peintre Kandinsky quand il explique qu'est-ce qui est censé provoquer l'art pour lui. Puis je me suis mis alors à superposer différentes couches de textures en prenant en photo les textures de la réalité, les fissures d'un mur, les plis d'une pierre, les branches d'un arbre, en les modifiant et par la superposition et la retouche, de nouvelles textures apparaissent, et notamment une texture propre au médium numérique, qu'on pourrait donc appeler la texture du numérique, même dans tout ce que ça implique d'incohérence, mais c'est ça que j'aime bien. Comme les coups de pinceau d'un peintre, on y voit le geste artistique, la trace du médium employé, qui est donc visible. Si vous voulez, il y a donc ce bouquin-là, qui est une série de photos que j'ai fait il y a pas longtemps, où on voit ce processus-là, quoi. Que je peux faire passer, si vous voulez. Ce processus suit plutôt une simple fascination au début, mais j'avoue qu'il en ressort quelque chose, je crois, d'assez symbolique, une sorte de manifestation visuelle de la sensibilité technoïde dont je parle depuis le début, et de notre citation de tout à l'heure qui nous dit que la réalité, dans le contexte d'une sensibilité technoïde, devient une réserve pour le vouloir signifier de la technologie, et où l'interface vient augmenter le réel. Parce que là, du coup, malgré moi, je me suis retrouvé à faire cet effet-là visuellement, quoi. Le fait de récupérer la nature et l'augmenter artificiellement, comme si elle devenait esthétiquement intéressante du fait de l'augmentation, alors que je la trouvais plutôt pauvre avant. À ça s'ajoute, même si à ça s'ajoute le fait aussi que, du fait de faire ce processus-là, j'ai la sensation d'avoir une patte artistique, contrairement à... Enfin, même si on peut avoir une patte artistique avec juste la photographie, mais là ça rajoute un processus manuel dont je parlais plus tôt, dont moi j'ai besoin. Même d'ailleurs souvent quand il y a une photo qui est bien tout de suite et que j'ai pas à la retoucher, en fait ça me fait chier, j'ai l'impression d'avoir rien fait alors que c'est faux, tu vois, j'ai quand même pris la photo. Mais du coup des fois je me retrouve à quand même la modifier, puis elle est moins bien une fois que je l'ai modifiée, donc je reviens au truc de base, mais j'ai la sensation d'avoir fait un truc. Bon bref. Mais donc est-ce que du coup c'est cohérent de représenter exactement ce que je critique? En soi, non, parce que c'est précisément... en soi, non, mais c'est précisément le fait d'avoir fait ce processus-là qui m'a amené toutes les réflexions dont je vous parle aujourd'hui. Donc du coup, il y a cette citation qui pourrait un peu justifier, qui dit « L'art technologique est symptôme et représentant de son époque. Il s'exprime autant qu'il s'en imprime, il la crée autant qu'il la montre, il la forge autant qu'il la critique. L'art technologique serait alors la forme plastique de notre sensibilité technoïde. » Un peu la citation qui résume pourquoi je parle de sensibilité technoïde. Mais alors, une fois réflexion faite, l'art numérique est-il moins souhaitable, moins intéressant, moins créatif qu'un art plus artisanal, le low-tech? J'avoue que personnellement, c'est difficile de répondre à cette question, malgré tout le portrait que je peins dans cette conférence, de dire que l'art numérique est inintéressant, parce que c'est quand même un art qui a tendance à me toucher particulièrement, et esthétiquement. Mais en même temps, rien d'étonnant, puisque je suis moi-même sensible à cette esthétique-là, puisque je suis né avec Internet, et que j'ai construit donc ma sensibilité autour de ça. Et qu'en plus... il évoque du coup par sa propre existence les enjeux qui me caractérisent. Pour autant, je pense pas forcément qu'il est souhaitable. Je pense qu'il a beaucoup de richesse dans le processus. Je pense qu'il y a beaucoup de richesse dans le processus manuel et en contact avec la nature. Même si ça, encore, ça ne disparaît pas complètement, mais
c'est surtout que je questionne sa souhaitabilité politique. C'est un art qui peut me fasciner, mais créé via des outils qui me flinguent le cerveau et qui arrivent à entretenir une industrie qui tend vers le totalitarisme et détruit la Terre, c'est plutôt ça que je refuse. Ainsi, je prône la capacité du processus créatif à créer des espaces dont on a bien besoin face à la saturation informationnelle. Pour autant, je tiens à dire que c'est une solution qui est purement individuelle et qu'elle réglera en aucun cas les problèmes qu'elle combat. Et donc ainsi, je ne peux que vous inciter à militer pour des solutions plus collectives. Pour terminer, selon Postman, donc Neil Postman, qui a écrit Se distraire à en mourir en 1985, qui donc parle de la télévision surtout, la dystopie dans laquelle nous nous dirigions déjà avec la démocratisation de la télévision n'allait pas tant être celle de 1984 de George Orwell, menacée par la privatisation d'informations, que celle d'Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes, où en fait le divertissement devient l'idéologie dominante et où l'excès d'informations insignifiantes mène à la passivité, ne nécessitant alors même plus de contrôle direct des populations. Peut-être sommes-nous un peu dans les deux, dans la mesure où les infrastructures technologiques qui permettent de diffuser le divertissement ont cette double fonction de pouvoir aussi collecter un maximum de données au plus profond de notre intimité, plus elle nous envahit. Mais cette idée de la domination sournoise par le plaisir et non la contrainte semble profondément résonner avec les enjeux actuels. Avec le contexte d'hyper-accès technologique comme le nôtre, le divertissement, encore plus qu'à l'ère de la télévision, s'immisce dans tous les interstices, et avec lui le silence, donc, autant sonore que visuel, n'existe plus, et ainsi notre capacité à prendre des choix réfléchis non plus. Nos désirs ne sont alors plus vraiment les nôtres, et il devient très facile de les créer à notre place. Les technologies, grâce au surplus d'informations qu'elles amènent, la technologie, grâce au surplus d'informations qu'elle amène, a été conçue comme une aide à la prise de décision. L'homme n'a plus besoin de penser ni de synthétiser, il peut se contenter de valider une action proposée par l'appareil. Leur émancipation grandissante, c'est la prise de décision elle-même qui pourrait être sous-traitée. Toute l'existence de l'intelligence artificielle. Et à mesure que nous sommes dominés par la transformation de toutes les sphères sensibles en divertissement, j'aimerais finir par une dernière phrase qui est aussi la dernière phrase de ce bouquin-là. Et je trouve ça particulièrement fort que ce soit la dernière phrase en plus. Qui nous dit « Si jadis, comme Homère, l'humanité était pour les dieux de l'Olympe un objet de spectacle, c'est aujourd'hui pour elle-même qu'elle l'est devenue. Désormais, le sentiment de sa propre étrangeté a atteint un point tel qu'elle peut jouir de son propre anéantissement comme d'un plaisir esthétique de premier ordre. » Je terminerai là-dessus. Je pense qu'on peut prendre quelque chose comme 10 minutes de questions. Ouais. Quand qui passe après. Parce que j'ai grave dépassé. Et j'espère que c'était pas trop lourd. Parce qu'il y a quand même beaucoup de citations. Après, ça fait, je pense que c'est une cours qui fait beaucoup réfléchir, quoi. C'est dur de poser des questions juste après, quoi. Il y a quelqu'un là. Du coup, moi j'ai pas de questions pour l'instant en tout cas, mais merci beaucoup, c'était super riche. J'ai beaucoup aimé aussi que tu situes dès le départ d'où tu parles et que tu lis aussi l'intime et ton vécu avec des questions politiques. Voilà, ça m'a donné plein de clés de réflexion. Merci. Avec plaisir. Merci pour ton retour. Ouais, moi aussi c'est un retour, et après j'ai une question. Mais moi j'ai bien aimé le fait que tu sois un artiste, mais tu fais quand même des encarts sur un peu la biologie de ce qui se passe dans le cerveau et tout. Et je trouve que, enfin moi du coup j'ai vite fait étudier la littérature, et c'était que des trucs de psychanalyse et tout qui étaient
convoqué en fait pour expliquer ce qui se passait et ça n'avait pas beaucoup de sens. Enfin, c'était pas très, c'était très superficiel. Enfin bref. Et ça, du coup, j'ai beaucoup aimé. Donc, merci beaucoup pour ça. Et j'ai une question de clarification. Je sais pas comment tu avais formulé ça, mais moi j'ai résumé ça en prise de notes. Quand tu parlais du processus créatif en le comparant au produit fini, en fait, enfin de l'objet artistique défini. Mais du coup, le processus créatif serait en quelque sorte supérieur au produit fini, ou peut-être que je résume trop simplement. Je sais plus comment tu l'as dit exactement, mais pour moi ça me demande vraiment à être dit très précisément et je voulais vraiment... moi c'est plutôt dans la mesure où je trouve dans le processus créatif une capacité d'émancipation individuelle énorme et justement de créer des espaces comme je disais. À mon sens, dans le contexte actuel, le chemin est plus important que l'arrivée, quoi, entre guillemets, où surtout dans un contexte où il y a une abondance énorme de contenu et d'art, c'est plutôt un questionnement sur il y a un truc que je me questionne, que je me formule tout le temps à moi-même, mais qui est finalement, est-ce que c'est si important à la fin de partager ce que tu fais, alors que toi c'est surtout le fait de le faire qui t'intéresse, quoi. Et en même temps il y a un paradoxe parce que le fait de le faire est motivé par le fait de l'exposer à la fin. Mais c'est plutôt questionner ce rôle de l'exposition finale dans un contexte où c'est déjà saturé de ouf, quoi. Donc c'est dans cette logique-là où j'aurais tendance à, moi, plutôt valoriser le processus, et notamment le processus manuel, à une heure où il aurait tendance à disparaître pour certains. Mais je dis pas forcément qu'il est supérieur à l'exposition. C'est plutôt ça, quoi. Je sais pas si ça clarifie ou si ça complexifie la question. Bah, un peu, et du coup, je sais pas s'il y a des gens qui... moi j'ai l'impression quand même que le fait de... Parce que t'as employé toi-même le terme à une échelle individuelle. Je peux comprendre l'intérêt à l'échelle individuelle, mais pour moi, si... Enfin, j'ai l'impression que si à la fin il n'y a pas quelque chose à exposer, enfin du coup à partager collectivement, que ce soit à la fin ou pendant en fait, s'il n'y a pas la dimension collective, en fait on perd un peu cette essence-là qui est intéressante, je trouve, de dimension collective, dans la mesure où bah en fait si tu as du temps pour faire de l'art, c'est quelque part que bah, on en parlait hier, mais je sais plus si c'était dans cette discussion, mais c'est qu'il y a des gens quelque part sur Terre qui sont en train de faucher des idées pour toi et tout, tu vois. Et je sais pas que toi, mais n'importe qui en fait. Enfin, moi j'ai été étudiant, c'était la même chose. Et du coup, ouais voilà. Moi ça me questionne sur la place de l'artiste en société et de son rôle au final qui doit passer peut-être par à un moment donné il y a un partage nécessaire, que ce soit pendant ou à la fin, tu vois. Et le à la fin est d'autant plus important je pense dans l'artisanat où il y a quelque chose d'utile en quelque sorte. Là où peut-être que pour l'art un peu plus abstrait, le processus créatif est effectivement plus important peut-être que dans l'artisanat. Et on a fait une distinction peut-être à faire ou pas. Non, je suis d'accord. En fait, dans ce cas-là, je pourrais le formuler différemment. C'est plutôt à quelle destination. C'est-à-dire où effectivement, par exemple, moi je vois beaucoup de richesse dans le fait, enfin, comme j'ai dit, en plus le fait d'exposer, ça fait même partie de la capacité d'introspection. Parce que le fait d'avoir des retours est peut-être même ce qui est le plus important. Enfin, il y a une part, voilà. Mais du coup, ce serait plutôt dans quel contexte l'exposer. Et c'est là où, par exemple, moi je trouve beaucoup de richesse à l'exposer, même dans des contextes hors marchands et communautaires, où là, l'art, typiquement, je trouve comme à l'Ouest, l'art prend un autre sens que les logiques induites du fait de les partager sur les réseaux, où là, il y a vraiment un truc pour ta propre survie, et de devoir se conformer aussi à un type d'art qui fonctionne pour pouvoir survivre. Du coup, il y a une corruption complète de pourquoi tu fais de l'art, et ou même et ça s'est opéré pour plein de raisons, l'évolution de YouTube aussi, où au début, enfin comme je disais, il y avait cette espèce d'utopie où on partageait juste pour le partager, il y avait un truc populaire et tout, et où entre temps le fait que ce soit devenu une possibilité d'en vivre, bah du coup maintenant c'est plus du tout la même logique, et les gens qui se lancent sur YouTube, c'est pas pour partager une passion, c'est pour essayer d'en vivre, et c'est là où... Et en même temps, tu vois, en tant qu'artiste, j'ai aussi envie de pouvoir en vivre, donc il faut bien que j'en vive d'une certaine manière.
C'est là où du coup peut-être l'aspect communautaire répond à cette question. C'est plutôt dans une communauté, l'artiste pourrait peut-être vivre sans avoir cette contrainte économique, mais peut-être par la place d'artiste qu'on lui donne dans une communauté, plutôt que, enfin c'est une ouverture à la réflexion, tu vois, mais plutôt que sa place économique dans la société actuelle. Je sais pas. Mais du coup, peut-être que ça peut être le processus lui-même qui peut être exposé plutôt que la finalité. Ça. Du coup, ça devient une finalité. Oui. Oui, mais c'est d'ailleurs ce qu'on observe beaucoup, surtout dans un contexte avec l'IA, et où finalement ce qui devient la valeur artistique, c'est le fait de voir que quelqu'un l'a fait vraiment, qui fait le processus. Du coup, le fait d'exposer ton processus devient presque plus important que, genre typiquement, si t'es sur les réseaux et que tu partages que le résultat, t'as beaucoup moins de succès que si tu te montres toi en train de faire l'art. Parce qu'il y a un truc ça te ramène à une réalité de la personne le fait vraiment. Et qu'on aime bien voir les gens faire des trucs. C'est pour ça que je précise juste, c'est pour ça que j'ai dit que ce soit le produit fini qui soit partagé ou le processus qui soit partagé. Enfin, le mot partage que employé pour parler de, je pense, de ce que tu as dit. Ouais, merci beaucoup parce que j'ai pris plein de notes, ça m'a. Il y a plein d'idées. Mais juste, je me concentre sur un point comme on n'a pas beaucoup de temps. C'est sur le rapport entre technique et nature humaine. À un moment donné, tu cites le livre Internet rend-il plus bête en disant que le net est sans doute la technologie la plus puissante modifiant l'esprit. Et là-dessus, ça dépend ce qu'on entend par le net, mais j'aurais une petite objection au sens où, à mon avis, la technologie la plus puissante qui a modifié l'esprit humain, c'est l'écriture. En permettant une foule de choses que l'oralité ne permettait pas, dans la trace, dans la durée, le fait de travailler sur le message lui-même, de revenir dessus, etc. Bref. Et c'est une technologie tellement éloignée de nos tendances spontanées et naturelles qu'il faut à peu près 15 ans de scolarité à temps plein pour pouvoir la maîtriser, pour pouvoir prendre du plaisir ensuite à la lecture, par exemple. Tu as évoqué un peu la question de la lecture. Et aujourd'hui, le rapport au net, et surtout, moi je parle par exemple pour mes élèves qui sont des adolescents, vient court-circuiter cet apprentissage qui est très exigeant. Et donc je voudrais suggérer peut-être une sorte de paradoxe là, qui est que le rapport au numérique qui de plus en plus passe par le visuel et la vidéo même, constitue peut-être paradoxalement une sorte de régression, quelque chose de plus immédiat qui parle à notre nature spontanée, dans l'interaction sociale, qui est dans le visuel, dans le mouvement, par rapport à l'écriture. Comme si l'écriture déjà nous avait plus éloigné ou transformé notre nature spontanée, là où la vidéo est une sorte d'interaction sociale immédiate qui correspond plus à notre nature, tu vois, c'est de retour qui en fait le succès. Il n'y a pas besoin de 15 années de travail pour devenir addict à des vidéos en fait. Tu vois, et là je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à creuser dans ce rapport entre technique et nature, parce que les techniques sont rarement complètement coupées de à quoi on est addict dans les réseaux sociaux. On est addict à l'interaction sociale parce que notre cerveau est câblé évolutivement pour être dans l'interaction sociale. Donc quelque part les réseaux sociaux touchent à quelque chose de très très naturel chez l'être humain. Là où l'écriture est quelque chose est un artifice beaucoup plus exigeant, et c'est difficile de s'y maintenir. Mais quand tu as suggéré des choses sur la nécessité de l'effort, etc., il faut viser dans cette direction-là, quoi. Une action qui est immédiate, qui est lente, qui passe par des étapes, et donc par une discipline, par un effort. Il faut continuer à cultiver ça, là où l'immédiateté de la vidéo ou des réseaux sociaux nous empêche de le cultiver. Ouais. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Et d'ailleurs, la citation que j'ai donnée où il y a ça, je l'ai coupée à ce moment-là parce que c'est ce qui m'intéressait, mais la fin de la citation, c'est depuis le livre. Okay. En gros, sur la capacité à changer. Et ouais, je suis assez d'accord. La distinction, là où je pourrais rajouter un élément, c'est précisément sur le fait que ça joue sur notre addiction aux interactions sociales.
mais de façon assez pernicieuse parce que face à des vidéos, on se retrouve dans une interaction sociale, mais où on est nécessairement passif. Ce qu'on appelle le parasocial, qui est les relations qu'on entretient avec des célébrités ou en fait les gens qu'on voit, mais où il y a un rapport de non réciproque, qui fait que ça comble une partie de notre besoin social, mais en même temps en nous mettant dans une position de passivité complète. Et on observe que ça crée aussi des problèmes parce que du coup, en tout cas moi j'en vois même personnellement les impacts où c'est du coup ça devient aussi des relations sociales plus faciles parce que du coup typiquement la majorité de ce que font les youtubeurs aujourd'hui c'est de faire ce qu'ils ont appelé du fit and fun, c'est-à-dire être à plusieurs, inviter d'autres célébrités, d'autres personnes et s'amuser entre eux. Et nous, on profite de ça, et donc, parce que on a l'impression de vivre une interaction sociale amusante, on a l'impression de faire partie de leurs potes, sauf que on est dans une situation de passivité complète, qui fait que ça nous fait des relations sociales, ça nous comble certains besoins sociaux de manière beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile, sans aucun effort, sans avoir besoin nous-mêmes d'être drôle et de participer à la conversation, sans avoir besoin nous-mêmes de faire attention à pas froisser telle ou telle personne, d'aborder des sujets, etc. Et ce qui fait que ça favorise toujours ce truc de on va plutôt choisir d'aller regarder une vidéo plutôt que d'avoir une interaction sociale. Voilà. Donc je suis assez d'accord sur le fait que je pense que j'aime bien ton analogie de l'écriture qui nous a le plus éloignés. Et ça nous rapproche plus. C'est juste qu'elle nous rapproche d'une façon qui n'est pas neutre, du coup, comparativement à une vraie discussion orale, où à la limite, on pourrait revenir effectivement à l'oralité comme étant peut-être la meilleure culture, je ne sais pas. En tout cas, voilà.